Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous. Alors chaque dimanche avec nos invités, on vous donne envie de bien vivre votre âge avec toujours le sourire, c'est important. Cette émission elle est faite pour vous, que vous soyez enfant, parents, grands-parents et même arrière-grands-parents, parce que oui, c'est une première dans l'histoire. 4 générations cohabitent aujourd'hui. On a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle, je le répète à chaque fois, mais je pense qu'il faut qu'on le savoure. Alors ici, on partage des histoires de vie, des témoignages, des conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Aujourd'hui, nous allons justement parler d'un sujet qui vous concerne tous, bien vieillir là où l'on vit, chez soi, dans sa commune, dans son quartier. Vous entendez déjà un peu le bruit des municipales. Dans Bien vivre chez soi, nous recevrons Isabelle Madrid, adjointe au maire de Talence, la Gironde, vice-présidente du CCS, engagée aussi à l'UNCAS et au sein du réseau Mona Lisa, pour comprendre justement le rôle concret des communes face au vieillissement. Notre grand invité sera ensuite Mathieu Alapetite, qui est là, directeur général de France Silver Eco, justement qui va décrypter ensemble une étude inédite sur le regard des Français bien vieillir sur son territoire entre attentes fortes et méconnaissance des dispositifs. Et enfin, dans Vivre ensemble, nous recevrons Carole Poméon, directrice du développement d'Habitat et Humanisme, pour justement parler d'une solution en plein essor, l'habitat partagé entre un senior et un jeune. Et oui, une émission concrète, utile et tournée vers l'avenir. On n'oublie pas justement que cette émission est la vôtre. Appelez-nous, posez vos questions au 0826 300 300. On y répondra au travers de nos chroniques. Et si bien vivre chez soi commençait justement dans sa commune. Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour Isabelle Madrid, vous êtes adjointe au maire de Talence, vice-présidente du CCS. Alors c'est Centre communal d'action sociale, pour ceux qui ne connaissent pas, et engagée à l'UNCAS, l'Union nationale justement des centres communaux d'action sociale. Concrètement, que peut faire une commune justement pour permettre à ses habitants de bien vieillir ? Le sujet est vaste quand même, parce qu'il faut d'abord préparer sa retraite et puis aller jusqu'au bout de la vie, le plus près possible de sa commune ou dans sa commune, comme on le souhaite. Vous savez, je crois qu'il y a 85% des Français qui veulent rester chez eux. C'est ça. Vieillir à domicile. C'est formidable et comme on vit de plus en plus longtemps, mais il y a beaucoup de dispositifs. Alors, et en fait, comment est-ce qu'une ville le pense ? Elle le pense tout simplement en imaginant comment on vieillit. Ça va de l'animation à l'offre de services, mais aussi au logement, bien sûr. Alors, quel est le rôle concret d'un centre communal d'action sociale dans la vie quotidienne des seniors ? Je crois qu'il est en fait c'est le bras armé d'une mairie. Vous savez, quand ça va pas très bien, ou il y a un petit problème, on se tourne vers le centre communal d'action sociale. C'est un peu le couteau suisse d'un maire. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut penser la ville avec l'action sociale, avec l'ensemble des acteurs sur un territoire qui agissent pour qu'on vieillisse bien. Et ça, je pense que le CCAS y répond aussi bien aujourd'hui aux jeunes, aux mamans solo, aux papas solo, et à tous ceux qui ont un petit accident de la vie. Alors justement, on parle beaucoup d'isolement en ce moment, on l'entend un peu dans les campagnes, qui est un enjeu majeur. Comment justement une ville peut-elle agir pour maintenir ce lien social au travers d'un centre communal d'action sociale ? C'est un vrai sujet aujourd'hui. Je crois qu'il ne connaît pas quelqu'un qui est un peu isolé, tout simplement parce que les familles sont fracturées un peu, les familles sont loin parfois. Donc si on parle de l'isolement, il y a l'isolement des jeunes, il y a l'isolement on parlait des parents solos, il y a l'isolement des personnes âgées. C'est 3 problématiques très différentes, 3 approches très différentes. En tout cas, pour les personnes âgées aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est le repérage. Compliqué. Donc ça passe par le porte-à-porte, par aussi des affiches qu'on met, vous savez, chez le boulanger, chez le pharmacien, avec un numéro du CCS, et il nous alerte s'il ne voit plus, Madame Madrid n'est pas venue depuis 15 jours, on s'inquiète un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça peut être une fragilité. Et puis il y a le voisin qui vous dit tout simplement, moi je m'occupe de ma voisine, mais vous savez, elle est bien seule.
Ouais, ça, on l'entend souvent. Là-dessus, ouais, on l'entend trop souvent. C'est un drame. Donc du coup, il y a aussi il y a plusieurs acteurs. Il y a des bénévoles, il y a la Croix-Rouge, il y a le Petit Frère des Pauvres, et puis il y a aussi une coopération qui s'appelle Mona Lisa, qui a été lancée, je crois, en 2014, et en fait qui reprend l'ensemble des acteurs sur un territoire et qui permet d'aller faire quoi? De l'accompagnement, des visites à domicile. Tout ce qui est pas... vous savez, quand on va aller chez le médecin et qu'on n'a personne autour de soi, on organise ça avec des bénévoles. Et derrière, le CCAS, il complète avec des portages de repas à domicile, plein de choses qui font qu'on n'est pas seul. Mais et justement, est-ce que les habitants connaissent suffisamment les aides locales qui existent? Parce que c'est vrai qu'on va pas forcément voir comme ça, si on allait au cinéma ou autre, son CCAS. On y vient souvent, je pense, dans l'urgence. Mais est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a cette connaissance, peut-être de guichet unique, vous voyez, de... Je pense pas. Franchement, je pense qu'ils ne les connaissent pas. Mais ils les connaissent dès qu'il y a un petit problème. Ah oui, ouais. Il faut pas le prendre. Par contre, il faut pas y aller trop tard. Alors, il y a plein de guides. Moi, je dis toujours, la plupart des villes, elles ont des guides seniors, des guides d'enfance. Il faut pas hésiter à les prendre. Il faut pas hésiter à les prendre, à les garder chez soi, parce que ça peut toujours servir pour soi, pour sa famille, pour son voisin. Parce que c'est vrai que le voisinage, c'est quand même aussi important, et puis c'est important pour les proches. Donc, il y a beaucoup de livrets qu'on peut faire sur les thématiques. Mais le plus simple, c'est sans doute de passer un petit coup de fil à la mairie, parce que tout le monde n'a pas un CCS ou un CCS, et dire, voilà, je voudrais un rendez-vous parce que j'ai besoin de vous. Mais il vaut mieux prendre un peu d'avance, si on veut adapter son logement, si on veut... voilà, ça ne sera pas immédiat. Mais il faut... Voilà. C'est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez, on parle souvent de Doctolib et du numérique, la facture numérique. Donc, le CCAS ou la mairie répond au téléphone. Et ça, c'est fait pour tout le monde. Et on a encore une voix, un humain derrière. Merci Isabelle Madrid. Alors, on retient que la mairie, c'est souvent le premier relais pour Bienveillir. Encore faut-il oser y aller et pousser la porte. Et les Français savent pas forcément vers qui se tourner pour Bienveillir. C'est la question, justement, qu'on va poser avec notre grand invité. Et restez avec nous pour intervenir, Isabelle Madrid. Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour Mathieu Alapetite, donc vous êtes directeur général de France Silver Eco. Merci d'être avec nous, d'avoir bravé la tempête, pour parler justement ce dimanche de cette étude passionnante qui vient d'être publiée, Bienveillir sur son territoire. Alors les premiers enseignements, je l'ai lu, c'est le sujet du vieillissement est désormais une préoccupation majeure pour les Français. Ça, je dirais qu'on en parle un peu tous les jours. Et puis selon votre étude, 92% des Français considèrent que le bien vieillir comme un enjeu de société majeur. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience récente ? Il y a une prise de conscience progressive, mais qui, je trouve, depuis quelques mois maintenant, a vraiment pris une ampleur très importante. Et on voit que, vous l'avez dit, 85% des répondants à cette étude pensent que ce sujet est important, 92% chez les 65 ans et plus. Même dans une génération où on peut croire qu'il y a encore du déni face au vieillissement, ça devient un sujet de société. Et ces proportions-là, 85%, 92%, on est proche des sujets qui sont aujourd'hui dans toutes les études d'opinion. On est proche de la sécurité, on est proche du pouvoir d'achat, on est proche de la santé. Donc ça y est, c'était un travail qui a pris du temps d'envisager le vieillissement et de réfléchir à ses conséquences. Ça y est, c'est un sujet dans l'opinion qui est installé et je pense qu'il est là pour longtemps. Oui. Alors, on voit pourtant beaucoup de Français qui savent pas vraiment vers qui se tourner en cas de besoin. Comment on l'explique? Et c'est un peu ce qu'on voyait avec Isabelle Madrid. En fait, on pousse souvent la porte de sa mairie ou le téléphone, c'est beaucoup trop tard. Et on connaît pas forcément les services. Il y a 62 services, 62 aides en France. En tout cas des aides locales, départementales, nationales, régionales, voire. De toute façon, tout ça renvoie à un phénomène qui est très très important en termes de politique sociale vis-à-vis du vieillissement ou d'autres difficultés liées à la jeunesse ou autres. C'est l'enjeu du non-recours. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne connaît pas ses droits, on ne va pas solliciter ses droits. Et donc, on ne sait pas finalement comment les solliciter. Moi, je crois que dans le domaine du bien vieillir, je crois que tout ça s'explique par un déni général de la société. Tant que je ne suis pas confronté à une vraie difficulté en lien avec le vieillissement, on verra plus tard. Ce que je vois beaucoup aujourd'hui, ce que je vois émerger, c'est quand même que cette thématique s'universalise, on en parle de plus en plus, notamment par l'apparition des aidants.
On est de plus en plus souvent 11 aidants. millions, hein. Exactement. 11 millions d'aidants, c'est énorme. Parce qu'il y a de plus en plus mécaniquement de seniors, donc de plus en plus d'aidants. Et je pense que cette thématique fait que on va être de plus en plus confronté à aller chercher de l'information, des droits pour la personne que l'on aide. Et quelque part, je pense que les aidants d'aujourd'hui sont les seniors de demain. Et donc, les recherches que l'on aura faites pour la personne aidée servira aussi pour l'avenir. Je crois vraiment qu'on avance dans cette direction-là. Justement, là, je ne sais pas si dans votre étude vous avez toutes les réponses, mais les Français se tournent d'abord vers leurs proches avant les institutions, justement. Alors, est-ce que c'est un signe de solidarité ou au contraire un manque de lisibilité des dispositifs ? Alors moi, je vois deux enseignements à ce chiffre-là. Le premier, effectivement, je trouve que, encore une fois, ce qui est très bien, c'est qu'on tord le cou à tout ce que l'on peut penser sur la fin des solidarités entre générations, la fin finalement. Non, il y a de l'individualisme, c'est vrai, mais la preuve, on a quand même envie de se tourner vers les proches, l'entourage en premier, et c'est très bien. Après, par contre, ça génère un risque. C'est que finalement, déjà, est-ce qu'on n'est pas un peu défiant envers la puissance publique ? Je préfère quand même me tourner vers mon entourage proche. Et puis après, ça génère quand même quelque part des inégalités. Est-ce que tout le monde a à proximité des personnes de confiance pour être aidé ? Pas forcément. Donc voilà, moi je vois un petit peu ces deux enseignements-là à ce point-là. On va continuer ensemble. On voit bien que bien vieillir dépend aussi du territoire dans lequel on vit. On va en parler, justement, cette inégalité. On marque une courte pause et on se retrouve pour parler solutions. Restez avec nous sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Nous sommes de retour avec vous, Mathieu Lapetite. Je rappelle que vous êtes directeur général de France Silver Eco. Avec nous, on va parler justement de cette étude passionnante qui vient d'être publiée, Bien vieillir sur son territoire. Alors, 61% des Français jugent leur territoire adapté pour bien vieillir, mais 22% pensent le contraire. Comment réduire cet écart justement, puisque on parle d'inégalité, il y a des territoires qui sont quand même relativement isolés. Alors, première chose, effectivement, on pourrait se satisfaire des 61%, donc la majorité qui pense que leur territoire est adapté. Moi, effectivement, je préfère peut-être là voir le verre à moitié vide, c'est m'attacher aux 22% qui considèrent que leur territoire n'est pas adapté, et surtout les 35% dans les territoires ruraux. Donc là, je pense quand même qu'il y a un vrai sujet. La preuve, encore une fois, que ce sujet émerge, qu'on est en train de se dire, mince, est-ce que mon logement est adapté ? Mince, est-ce que j'ai une solution de mobilité le jour où je ne pourrai plus me déplacer ? Est-ce que finalement, le CCAS, est-ce qu'il est à proximité ? Est-ce que mon logement, il est finalement relativement proche du centre-bourg ? Est-ce que je pourrais toujours accéder aux services de proximité, à une supérette, à un magasin ? Voilà, donc on se projette. Peut-être que plus on se projette, moins on se dit que c'est adapté. Et donc là-dessus, il y a quand même des solutions à apporter. C'est une question justement qui intéresse beaucoup les auditeurs du Sud Radio, en tout cas qui a été posée sur justement les Français, un tiers des Français qui envisagent de déménager pour mieux vieillir ailleurs. Est-ce que c'est un signal fort pour les élus locaux ? Alors j'aimerais justement que aussi Isabelle Madrid puisse y répondre en tant que maire adjoint. Est-ce que aujourd'hui il y a un accompagnement ? Est-ce qu'il y a un changement vraiment dans les politiques de logement ? Je pense qu'on est dans un mois, on va voter pour les municipales. Je pense qu'il n'y a pas un seul programme qui ne prendra pas en compte les personnes âgées. Mais les seniors, les jeunes seniors, ceux qui sont à la retraite, jusqu'au bout de la vie. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, vous savez qu'on va être de plus en plus vieux, c'est certes, mais on aura de moins en moins de jeunes. Donc, cette question de la personne âgée va rester prioritaire. Et donc, oui, certains devront déménager. Vous habitez la campagne, vous êtes loin de tout, vous ne pourrez pas plus prendre votre voiture, pas de commerce. Le médecin est loin, l'hôpital aussi. Et à un moment, vous dites, pourquoi je ne me rapprocherai pas de l'offre de service ? Oui, non, mais c'est important. Je pense qu'il faut aussi accepter de pouvoir déménager, puisqu'on a justement plus de 30 ans d'espérance supplémentaire en un siècle. Et donc, c'est des mécaniques qu'il faut imaginer véritablement. Comment, justement, on peut mieux informer les citoyens sur ce qui existe déjà ? Parce que on l'a vu avec Isabelle Madrid, mais Mathieu, comment justement les entreprises à Silver, tous ceux qui accompagnent le bien vieillir, travaillent sur mieux informer les citoyens sans mettre de côté les citoyens qui sont pas à l'aise aussi sur la facture, enfin en tout cas sur le numérique.
Moi, je crois qu'il y a plein de choses. Il y a quand même, on en revient à ça, le rôle du maire, le rôle du conseil municipal, le rôle du CCAS. On y va quand même. On a maintenant identifié ce lieu et on y va quand on a besoin. Il y a beaucoup d'affichage. Il y a aussi beaucoup, on parle de fracture numérique. Pour ceux qui sont éloignés, on a ces rendez-vous, on a ces lieux physiques. On a comme aujourd'hui beaucoup d'innovations. Je pense à des startups, je pense à des... Ils utilisent les smartphones pour avoir, vous savez, des répliques de panneaux d'affichage dans une commune, mais qui s'affichent sur un téléphone, par exemple. Tout ça fait qu'aujourd'hui, un site internet, une page Facebook, des choses qu'aujourd'hui on consulte beaucoup plus facilement qu'auparavant. Et combiné aux bouche à oreille, aux aidants qui, je trouve maintenant, se professionnalisent un petit peu et savent de plus en plus de quoi ils parlent. Je trouve qu'avec cette accumulation de solutions, on améliore l'accès à l'information. Moi, je trouve quand même très rassurant la mairie. C'est le tiers de confiance. On sait que si on va voir sa mairie, on rencontre des personnes qui vont accompagner, conseiller, qui connaissent très bien leur métier. Justement, quelle priorité Isabelle Madrid, vous posez en fait pour votre mairie en termes de logement, de mobilité, de services, de lien social. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place tout de suite pour rattraper un peu le retard? Moi, je pense que surtout, il faut coordonner. Moi, je pense que l'histoire du public et du privé doivent se coordonner. On doit avoir une offre de services très large, une offre de logement large aussi. C'est-à-dire si on n'a pas d'EHPAD, il y a la ville voisine ou le village voisin. Et donc, on doit avoir une interconnaissance de ce qu'on propose à nos concitoyens. Une fois de plus, on est sans doute le tiers de confiance parce qu'aujourd'hui, le reste est inopérant, invisible. On attend un plan grand âge depuis longtemps. Malheureusement, on ne va pas sortir. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, les villes doivent penser à ce qu'elles ont, une offre nouvelle, y compris de mobilité, y compris en commerce. Et quand elles n'ont pas, il faut ne pas hésiter à dire, voilà, à côté, il y a 10 kilomètres, quand on est à la campagne, eh bien, là, vous avez un logement intermédiaire, c'est-à-dire un logement avec des jeunes, partagé. Vous avez des appartements qui sont équipés pour. Vous avez un EHPAD si vraiment votre parent a besoin d'avoir aussi des médecins, d'une offre médicale en même temps qu'un accompagnement social. Non mais, alors, dernière question. Le message, là, pour les quelques semaines, le message que vous adressez aux maires et aux décideurs locaux, c'est lequel? Allez, un slogan. Isabelle? Un slogan. Mathieu, après? N'oubliez pas les vieux. Ok, on prend. Moi, je pense qu'il faut concevoir pour et avec les personnes âgées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une politique publique qu'on peut concevoir sans les avoir associées. On a envie de faire bien, mais si on fait avec, c'est encore mieux. Écoutez, je crois que voilà, l'union du public et du privé est déclarée, donc on peut se mobiliser. Merci Isabelle, merci Mathieu à la petite. On comprend que bien vieillir ne dépend pas seulement de l'individu, mais aussi du territoire et puis de l'association d'humains qui s'engagent. Et puis, parfois, pour continuer justement à bien vivre sur son territoire, il faut aussi inventer de nouvelles formes d'habitat. Sud Radio, la vie devant nous. Et si bien vieillir passait aussi par de nouvelles formes de cohabitation, c'est justement ce qu'on va évoquer avec notre invité. Bonjour Carole Poméon, vous êtes directrice développement, habitat et humanisme. Vous développez notamment des solutions d'habitat partagé entre seniors et jeunes. Alors justement, comment fonctionne concrètement l'habitat partagé, intergénérationnel? Qu'est-ce que quelle est la définition? Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là, de pouvoir témoigner de notre action. Donc Habitat Humanisme, nous sommes bâtisseurs de liens et cela s'applique particulièrement sur ces habitats partagés intergénérationnels que nous développons depuis plus de 15 ans maintenant et qui s'adressent à des seniors isolés, des familles monoparentales en général, puisqu'elles sont elles-mêmes confrontées à de l'isolement et à de la précarité, et aux jeunes qui cherchent à s'intégrer dans la vie professionnelle. C'est les grands publics que nous ciblons dans le projet. Oui. Ce sont des logements très sociaux, c'est la vocation d'Habitat et Humanisme. Et donc, très concrètement, ces projets, ce sont des logements individuel, donc chacun a son intimité. On n'est pas dans de la colocation, chacun a son logement, mais surtout on propose des espaces
partagés et des moments partagés pour vivre des moments de convivialité, des activités communes, favoriser la rencontre. Voilà. Et toutes nos maisons sont animées par une équipe de bénévoles et de salariés quand on a les moyens de financer un salarié. C'est très concret. Alors c'est justement pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être propriétaire d'un logement, hein, on le rappelle. Alors quels sont les avantages à la fois pour le senior et pour le jeune? Qu'est-ce qu'ils y retrouvent justement dans ce qu'ils vous racontent comme histoire? Alors en fait, dans ces maisons, chacun est contributeur et bénéficiaire. Et ce que je peux vous dire, en fait, c'est que ce que nos locataires racontent, c'est qu'ils ont l'impression de revivre dans un village, voire de revivre en famille, dans des ambiances familiales. Ouais. Voilà, donc pour les seniors, évidemment, ça permet de rompre l'isolement, de bénéficier ou de proposer des activités partagées. Hein. Les seniors ont plein de compétences, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Ouais. C'est aussi se sentir utile en préparant des repas partagés, par exemple, ou en pouvant garder les enfants pendant qu'une maman va faire des courses. Et voilà. Et pour les seniors, ce type d'habitat et ce sentiment d'utilité, c'est un facteur de prévention de la perte d'autonomie qui est très important. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure de nos expériences. Non, mais c'est très concret et là, vous voyez, vous apportez en fait une expérience qui mérite d'être connue et peut-être d'être démultipliée justement. Alors, la petite crainte. On l'entend, hein, c'est comment sécuriser la cohabitation, éviter justement peut-être à des seniors d'être réticents, de partager avec un jeune, parce que voilà, chacun a son histoire ou en tout cas ses peurs. Comment vous sécurisez justement ce sujet et apaiser en fait les craintes? Alors déjà le fait que chacun ait son logement avec sa clé, sa cuisine, sa salle de bain. On n'est pas sur du vivre ensemble imposé. Non, mais c'est très important parce que on a mené des expériences de colocation et c'est vrai que de temps en temps, ça peut être délicat à vivre pour les gens. Et pour les personnes un peu fragiles dont on s'occupe, on veut pas leur imposer en fait cette double peine de dire tu es pauvre, tu dois tout partager. Donc très chacun a son logement. Chacun est chez lui. Et on a une charte de vie commune qui est présentée au démarrage à nos locataires et qu'ils signent, qui est là pour emporter leur adhésion, mais ça les rassure. Et puis on a des comités de locataires qu'on organise mensuellement ou tous les 2 mois avec les acteurs de la maison pour résoudre les éventuelles difficultés. Et puis en fait, on a quand même une médiation qui est présente tout au long du projet pour favoriser cette cohabitation sereine. Bon, écoutez, non mais c'est très clair. Donc vous êtes vraiment, c'est très organisé. Chacun a son espace. On sait qu'on va, en tout cas, avoir beaucoup de joie à partager justement des moments que chacun choisit. Merci Carole Poméon. Vous allez revenir, on va reparler d'habitat humanisme sur le plateau parce que c'est beaucoup d'expériences. On retient justement que le logement peut devenir un véritable levier de lien social entre générations. Et puis entre le rôle des communes, l'adaptation des territoires et les nouvelles formes d'habitat, bien vieillir aujourd'hui, c'est une question collective. Merci à nos invités, merci surtout de votre fidélité. La vie devant nous, chaque semaine sur Sud Radio. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30. Et puis pour ceux qui souhaitent écouter ou partager ou en tout cas réécouter La vie devant nous en podcast et en replay sur l'application Sud Radio et le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.